ne sera pas très long, je vais te faire ton introduction. Excellent. Donc, on devrait être live aujourd'hui dans notre série de webinaires sur l'immobilier en temps de crise. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Patrice Ménard, cofondateur de l'agence de courtage immobilier, courtage hypothécaire PMML, la plus grosse agence de multilogement en courtage immobilier de multilogement et la courtage hypothécaire de multilogement au Québec. Fait que je pense que ça va être un très, très bon départ là, pour savoir qu'est-ce qui se passe avec l'immobilier au Québec, là, avec 400 propriétés sous contrat ou 400 contrats actifs plutôt. PMML donc, est vraiment au courant là, du pouls du marché. Donc, vraiment, vraiment content de recevoir là, Patrice Ménard aujourd'hui pour nous donner l'état de la situation. Donc, Patrice, comment ça se passe en ce moment chez PMML? Bonjour Jean-Philippe. Donc, bonjour à tous. Écoute, comment ça se passe? On est en gestion pas mal de situations, comme tu mentionnais. Présentement, on a plus de 400 dossiers actifs, OK? Soit du courtage hypothécaire, courtage immobilier, des offres d'achat acceptées un peu partout à travers la province. Donc, c'est sûr, quand une situation comme ça se passe, tu peux t'assurer là, que je pense qu'il y a des gens qui sont juste en train de faire une transaction présentement, puis ils voient que c'est pas tellement simple. Donc, quand tu en as 400, là, c'est quelque chose. C'est beaucoup de gestion. OK. Et je voyais, en fait, je relis les notes de notre discussion là, quand on disait là, qu'un capitaine n'abandonne pas son bateau. Là. Est-ce que c'est un bon moment pour investir en immobilier, tu crois, dans la situation actuelle? Je crois que oui, mais avant ça, on va faire un petit détour, là, pour donner un petit peu là, que je pense que présentement, faut quand même rester responsable économiquement et socialement. Donc, faire la différence entre les deux, c'est pas toujours évident. Là. Socialement, on a beaucoup de contraintes à gauche et à droite, mais en même temps, économiquement, je pense que les responsabilités, tu parlais de PMML tantôt, j'ai une responsabilité envers les 215 personnes qui nous ont signé des contrats de courtage pour mettre les immeubles en vente. On a à peu près le même nombre de dossiers en financement hypothécaire. Donc, c'est sûr qu'on a un mandat clair de remplir ces mandats-là. Fait que là, malgré tout ça, malgré tout ce qui se passe, il y a vraiment. Fait que moi, avant, puis ici, comme tu peux voir en arrière, là, il y a moins de monde là, cette semaine. Habituellement, les gens qui vont voir des vidéos, ils ont un petit peu plus de monde. On a installé le télétravail. Puis, bon, il y a beaucoup de gens là, qui ont continué à servir. Les 20 employés, je ne parle pas des courtiers, mais les employés, on a une vingtaine, continuent de donner service. Mais en même temps, c'est ma responsabilité de ne pas être nécessairement toujours le nice guy dans tout ça parce qu'il y a des services à rendre présentement. Et je crois que les investisseurs, ont des fois, perdent le pourquoi en plein milieu d'une crise comme ça. Puis je pense que ça va être important dans les prochaines semaines de rester focus parce que je crois qu'on n'a pas mesuré les effets que ça va avoir sur l'économie des prochains mois. Et oui, présentement, on est prudent, puis je pense qu'avec raison, OK? Donc, ici, là, on travaille, les gens qui travaillent ont l'espace de 2 mètres. Tout est respecté. Mais il ne faut pas oublier qu'on a des engagements présentement. Et dans les prochains mois, ça va être difficile pour tout le monde. Puis je pense que présentement, en tant qu'investisseur, il faut penser de la même façon. Donc, pour répondre à ta question directement, est-ce que c'est encore le temps? Oui, mais super important présentement, il y a un marché là, qui est en train de se préparer dans les prochaines semaines et c'est là qu'on va séparer les hommes des enfants ou les pros des amateurs, si tu veux. Parce que si vous êtes un amateur, ce n'est pas le temps de rentrer dans le marché. Cependant, si vous êtes un pro, les opportunités, la fenêtre d'opportunité qui va se passer dans les 2 ou 3 prochains mois, pour moi, est incroyable. Et on le voit chez PMML parce qu'on parle de toutes les offres d'achat qu'on a présentement. Depuis la semaine passée, même en fin de semaine, on a signé des contrats à tous les jours de vente. Donc, la business continue. Et c'est drôle. Les gens qui nous appellent depuis une semaine et demie pour des immeubles, c'est des investisseurs expérimentés. C'est des gens qui nous appellent, ils disent « Hey Patrick, ils ne se posent pas la question comment je vais faire pour payer ma prochaine hypothèque, est-ce que mes locataires vont payer? » Les autres vont dire « Patrice,
Est-ce que tu as des propriétaires qui paniquent présentement? Est-ce que tu as du monde, tu crois qu'on pourrait profiter de la situation, pas des gens, mais de profiter du contexte économique pour aller chercher les immeubles où les propriétaires n'étaient pas négociables, puis maintenant qu'ils le sont. Fait que c'est une question de mindset. J'adore ça, j'adore ça. Si tu as la question va venir en fait, puis elle se posait beaucoup sur le club. Si on a notre propriété actuellement sous contrat, Patrice, qu'est-ce que tu recommandes de faire en ce moment avec ça? Quand tu parles sur notre propriété sous contrat, c'est-à-dire que C'est-à-dire qu'on est en doute. mettons, est-ce que tu as un contrat, mettons, tu as une offre d'achat acceptée sur un immeuble? Offre d'achat acceptée, excuse-moi, je n'ai pas été assez précis. précis. Oui, offre d'achat acceptée, excuse-moi, je n'ai pas été assez précis. Offre d'achat acceptée, qu'est-ce que tu recommanderais de faire? Là, je sais qu'on avait différentes stratégies qu'on avait jasées. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Présentement, les gens qui ont des offres d'achat acceptées, OK, tout dépendant de l'individu, mais moindrement que l'individu est un peu solide, là, il faut absolument closer ce qu'on fait présentement. Et je t'explique pourquoi. Ce qui va se passer dans les prochaines semaines, là, OK, c'est que là, on a le marché, là, je ne crois pas, à moins que ça dure 6 mois, là, mais si ça dure 2 à 3 mois, le marché, OK, parce qu'il y a toujours un temps de réaction au marché. C'est une question d'offre et demande. Et là, on va voir les résultats de ça dans 3 mois. OK? Mais selon moi, ce qui va arriver, c'est assez simple, c'est que on va atteindre là, en ce moment, le marché est encore chaud parce qu'on est très occupé, parce que les efforts qu'on fait présentement, c'est des offres d'achat qu'on a acceptées il y a 3-4 mois. Tous les closings qu'on a, tous les financements qu'on a, c'est tout. Fait que là, tranquillement, ce qui va se passer dans les deux, mettons son calcul avril, mai, juin, c'est qu'il va y avoir un ralentissement. Et ensuite, juillet à août, septembre, ou juillet à août, là, les prix vont plafonner comme il faut. OK? Fait qu'on peut dire, mettons, à une échelle de mai au mois d'août, là, mai, OK, juin, juillet à août, les prix vont plafonner sur le marché. Et ceux qui ont la chance d'acheter présentement, c'est pas le temps d'arrêter une transaction. Au contraire, il faut acheter rapidement. Parce que ce qui est intéressant présentement, OK, c'est que, comme je disais tantôt, les pros restent sur le marché, mais tous les amateurs, qui selon moi est une bonne partie du marché actuellement, eux autres vont se tasser. Donc, et là, pendant les prochains mois, il y aura beaucoup moins de surenchères sur les immeubles. Il va y avoir beaucoup moins d'acheteurs disponibles. Donc, il faut absolument closer. Parce que qu'est-ce qui va arriver, ces gens-là, ça va être temporaire. Ils vont se tasser du marché. C'est comme si on avait une fenêtre d'opportunité d'aller sur le marché où on arrive sur la patinoire, mettons, on parle au hockey, on arrive sur la patinoire et là, il y a seulement ceux qui savent bien patiner, puis bien jouer, puis capables de jouer contact qui vont être là. Si tu n'es pas capable de jouer contact, embarque pas sa patinoire, tu vas te faire ramasser. Puis si tu viens jouer et tu tiens à tête haute, tu vas être correct de passer à travers. Et qu'est-ce qui va se passer les 3 prochains mois? Le marché va être stable. Et par la suite, au mois de septembre, là, quand tout va mettons que ça dure la crise 3 mois. OK? Puis ça, je ne peux pas prédire combien de temps que ça va durer. Mais 3 mois après cette crise-là, OK, quand ça va être terminé, les marchés boursiers vont monter, bien sûr, vont revenir au pas de ceux avant que ça tombe. Et là, tous les gens vont sortir l'argent des marchés boursiers ils vont avoir eu leur leçon. Ça, c'est sûr et certain. Ils vont sortir et là, tout le monde, et là, c'est là que la brique va devenir excessivement important. J'adore le mur de brique en passant en arrière de toi, mais c'est exactement ça qui va se passer dans les prochains mois. C'est vraiment, au mois de septembre, c'est que tout le monde va revenir en force dans le marché. Et si vous pensez que vous avez de la compétition maintenant, ou vous l'aviez il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, attendez que tout le monde rentre en force après ça, parce que là, les gens vont vouloir sortir de l'argent du marché boursier et bien sûr, tout le monde va vouloir acheter de la brique, peu importe le prix. OK? Peu importe le prix. Et il y a une fenêtre d'opportunité pour les prochaines semaines, prochains mois, pour acheter. Et effectivement, là, en temps de crise, on en avait parlé aux questions-réponses, mais en temps de crise, c'est toujours des bons moments, des bonnes opportunités. Aurais-tu des conseils pour ceux qui vendent leurs immeubles actuellement, parce qu'on parle beaucoup d'achats, qui se font demander des baisses de prix? Avais-tu des petits trucs pour eux? Écoute, tu sais qu'encore là, il n'y a pas une bonne réponse pour tout le monde. OK? Il y a une réponse si tu es acheteur versus si tu es vendeur présentement. Est-ce que c'est le bon temps d'être dans le marché? Absolument, quelqu'un qui est vendeur, c'est parce qu'il sort du marché, son mindset n'est plus là.
Fait que lui, définitivement, faut qu'il bouge présentement. Parce que ça va être une tempête, puis s'il n'est pas à l'aise avec la tempête, c'est définitivement qu'il s'accroche. Ceux qui ont des offres d'achat acceptées et qui sont en vente présentement, je dirais encore là, il faut absolument closer la transaction parce que tu n'es mentalement plus là quand tu vends ton immeuble, on le voit là. On le voit dans nos transactions. De l'autre côté, je ne pense pas qu'on devrait accepter des baisses de prix importantes. Tu sais, exemple, si les gens ne payent pas pendant 1 mois, 2 mois, c'est quoi le montant de ça? Est-ce qu'on ne devrait pas arriver avec, au lieu de faire des baisses de prix, puis commencer à négocier, exemple, des garanties de loyer avant de donner cet argent-là upfront à un acheteur, de dire, écoute, je te garantis le loyer jusqu'au mois de juillet. Et après ça, ben, tu t'arranges, mais peut-être difficile de négocier. Fait qu'en tant qu'acheteur, c'est peut-être des choses qu'on peut demander, mais je ne pense pas qu'on devrait accepter des baisses de prix importantes présentement. À moins vraiment d'être financièrement à côté, être en difficulté, et là, on n'a pas le choix, quoi. Effectivement, j'aime bien ce que tu dis. Les gens sont très inquiets là, des paiements de loyer le 1er avril, 1er mai. Mais quand on compare ça au prix d'un immeuble, là, on n'est pas, effectivement, on n'est pas dans une baisse de prix de 200 000 sur un bâtiment. Fait que les garanties de loyer, c'est une très bonne stratégie. On va recevoir mercredi midi Christian Pomerleau pour le financement hypothécaire, qui est courtier évidemment chez PMML, courtier hypothécaire. Est-ce qu'il commence à avoir des rumeurs sur Facebook, en fait, que les banques vont manquer d'argent? T'aurais-tu quelque chose à dire là-dessus sur est-ce que les banques vont vraiment manquer d'argent au refinancement? En fait les banques sont liquides présentement. Maintenant, la banque, là, puis en tant qu'investisseur, on doit penser de la même façon, c'est la gestion de risque. OK? Et eux, ce qu'ils vont faire présentement, puis j'ai même entendu, moi aussi, sur Facebook, comme quoi que les gens, est-ce qu'on va être capable de renouveler? Dites-vous une chose, là, c'est que est-ce que les banques vont être moins agressives dans l'acquisition des nouvelles hypothèques? Il se peut, oui. Est-ce que les banques vont commencer à douter de renouveler les hypothèques actuelles? Absolument pas. Ils vont se mettre des réserves pour les renouvellements, OK? Parce qu'il n'y a pas personne qui peut gagner à mettre un client en défaut, OK? En renouvelant pas son hypothèque. Surtout aussi qu'il y a beaucoup de prêts assurés. Il faut faire la différence entre les prêts conventionnels, les prêts assurés. La gestion de risque dans une institution financière va différer. C'est du conventionnel, c'est du SCHL, commercial, industriel. Donc, là, présentement, ce qui est difficile pour le multirésidentiel, le multilogement, c'est vraiment le end user, qui est le locataire, qui risque peut-être d'avoir des situations. Mais d'un autre côté, j'aimerais pas ça être propriétaire d'un strip commercial en ce moment aussi. OK? Parce que les autres sont directement touchés présentement. Ils ont des obligations de fermer, que ce soit des salons de coiffeur, que ce soit des bars, des restaurants. C'est que ça devient encore plus difficile. Fait que quand on parle des pros et des amateurs, ceux qui sont intéressés parce que le commercial est à la mode présentement, mais ça va être une première gestion de crise là, pour eux. Oui, effectivement. Le commercial, ça va sûrement être plus durement touché. En tout cas, le commerce de détail, là. On avait des petites questions. Je commence à lire les questions Oui. sur Facebook, Patrice, si tu le veux bien. Pro versus amateur, ça semble soulever des petits questionnements. Est-ce que tu pourrais définir dans tes mots un petit peu plus qu'est-ce que tu vois comme pro et amateur? Un pro, c'est quelqu'un qui est expérimenté, qui a déjà un parc immobilier, qui est habitué de naviguer dans l'incertitude, de quelqu'un qui est capable d'aller jouer sur la glace puis qui n'a pas peur, qui est confiant. Puis tu te blesses quand tu n'es pas confiant, quand tu rentres sur une patinoire. OK? Donc, quand tu rentres dans le jeu de l'immobilier, quand tu rentres sur l'investissement présentement, puis que tu manques de confiance, que tu n'es pas liquide, tu n'es pas sûr à 100% de ce que tu fais, pour moi, c'est quelqu'un qui est amateur. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, là. OK? Mais dans un temps comme actuel, il faut commencer quelque part. Mais actuellement, je crois que les gens devraient closer ce qu'ils ont entre les mains. Par la suite, de gérer cette crise-là, puis ensuite continuer. Mais quelqu'un qui est un pro présentement, comme beaucoup de monde qu'on connaît, comme toi, Jean-Philippe, je crois que c'est une fenêtre d'opportunité pour 2 à 3 mois d'acheter tout ce qui est possible d'acheter. Je te le dis. Parce que si tu attends au mois de septembre, tu vas avoir de la compétition sur le marché. Des gens qu'on n'aura jamais vus qui vont se lancer dans l'immobilier. Toujours, effectivement, des temps d'incertitude, encore une fois. Hey, Oui. ce que j'aime avec l'immobilier,
si je peux me permettre ce petit commentaire-là, c'est qu'il y a une incertitude qui se lève, les taux d'intérêt baissent, donc ça rend l'immobilier plus attrayant aussi pour le marché, surtout dans des temps d'incertitude comme en bourse là, en ce moment. Oui, mais c'est ça. Fait que c'est une question de gestion de risque, aussi d'offre et de demande, hein, parce que est-ce que les prix vont baisser dans le multilogement? Je ne pense pas que ça dure 2-3 mois. Est-ce que ça dure 6 mois? Bien là, s'il y a seulement des pros sur le marché, les amateurs ne sont plus là, ton bassin d'acheteurs diminue, donc automatiquement, la balance présentement, qui est un marché de vendeurs, risque de basculer de l'autre côté si ça dure plus que 3-4 mois. Mais est-ce que vraiment quelqu'un qui est positionné maintenant pour acheter doit attendre? Hey, il y en a qui m'ont dit, OK, Patrice, il y en a que ça fait des années qui attendent que ça se passe. Et maintenant que la situation est là, OK, mais là, je vais attendre encore 2 mois, 3 mois, et là, les gens vont être vraiment dans le problème. Qu'est-ce qui arrive dans 2-3 mois si la crise se résorbe et tranquillement, ça revient au normal? Ces gens-là vont avoir perdu ces 3 mois-là. Et entre moi et toi, là, quand même que tu achètes tout ce que tu es possible d'ici 2 à 3 mois, s'il y a vraiment la crise se prolonge, puis dans 3 mois, il y a encore des meilleures opportunités, dites-vous là qu'il y a un paquet de gens qui sont très, 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 très liquides présentement sur le marché. OK? Ouais. Des investisseurs. Donc, ça va être très facile d'aller chercher des partenaires financiers pour pouvoir investir si les occasions sont bonnes. Ben, j'en reviens pour pros et amateurs aussi. Patrice, aurais-tu un conseil pour quelqu'un qui se considère amateur dans le marché aujourd'hui? Partenariat, recherche d'une meilleure transaction, aurais-tu un conseil pour quelqu'un qui débute en ce moment ou juste d'attendre un peu? Ou qu'est-ce que tu saute pas sur la glace en ce moment. Si tu n'es pas sûr. OK. Si tu n'es pas sûr. Si tu marches, tu patines la tête entre les deux jambes, ça va faire mal. Ça va être un marché qui va bouger pas mal. Oui, absolument. Mais encore là, si tu as la chance déjà d'avoir un immeuble qui est emprunt, tu es en transaction, close-le. Mais par la suite, maintenant, attends, tu peux voir ce qui va se passer. Mais je vous le dis, les opportunités, encore là, il y a un type d'immeuble et toute une question de pouvoir s'adapter. Si on regarde, en tout cas, on ne va pas dans un cours là, mais c'est les mammifères qui ont passé les millions d'années, c'est ceux qui ont réussi à s'adapter. Et les gens, présentement, dans une période de crise, si tu t'adaptes au marché, puis tu regardes et tu changes un peu ton tir par rapport aux opportunités qui vont se présenter, définitivement, tu vas voir des opportunités, mais il faut juste être capable de s'adapter. Il faut constamment s'adapter en tant qu'investisseur, c'est la même chose. Et ceux qui vont survivre, c'est les gens qui vont... Tu sais, exemple, il y a des gens qui me disaient cette semaine, là, je pourrais te donner plein d'exemples, mais je vais essayer de rester assez confidentiel. C'est toutes des transactions qui sont live. Comme je disais, on a 400 dossiers en ce moment. Dites-vous là, 15, 20, 25 fois par jour, je reçois des situations exceptionnelles. Là. Incroyables. Des histoires là, où les gens ont vraiment... C'est difficile à maintenir. Ceci dit, déjà, une personne dit « Ah, Patrice, devrais-tu me lancer dans le neuf? » Parce que les loyers sont un petit peu plus élevés et je ne suis pas sûr que les gens vont être capables de payer 1400, 1500 par mois ou 1200. Je crois, moi, au contraire, que la clientèle qui paye 1200, 1300 est correcte. Parce que ces mêmes personnes-là qui pensaient être capables d'aller s'acheter une maison, OK, puis qui travaillent très fort pour bâtir leur crédit, bien, peut-être que la fenêtre, moi, je serais bien plus inquiet pour les contracteurs présentement qui font du résidentiel, des maisons, des condos, que les gens qui font du locatif. Parce que, à quelque part, ça reste un besoin primaire. Puis quelqu'un qui a les budgets présentement pour se louer quelque chose à 1100, 1200 ou 1400 par mois, ça va peut-être retarder son accès à la propriété, mais définitivement, il n'ira pas rester dans un loyer à 800 à 900 $. Il n'est pas là. OK? Donc, je pense qu'il faut faire ça. Puis en même temps, ben, le client qui est dans le bas de gamme des logements, OK, si on parle des loyers à 600 $, 700, ce client-là, socialement, va survivre aussi. Maintenant, il y a quelque part entre les deux, là. OK? Celui qui vit juste un petit peu trop au-dessus de ses moyens, lui, ça va être un peu difficile. Mais encore là, je pense que les gens vont avoir de l'aide. Et puis, c'est impossible. Il y a les scénarios de catastrophe aussi par rapport aux questions qu'on a. Est-ce que les gens vont être capables de payer? Ce qui va arriver le 1er avril? Tu sais, il y a des mécanismes qui vont être faits pour ça. À quelque part, on a la foi, on écoute tout ce qu'ils nous disent de faire dans les médias, on les écoute,
sans vraiment avoir quelque chose de tangible. Là. On les écoute. Je pense qu'à partir du moment, il faut avoir la foi aussi que lorsque la crise va, mettons que les gens, puis ça dure, puis les gens sont pas capables de payer, le gouvernement va mettre en place des situations pour ça. Ouais, effectivement, comme tu as dit, je ne pense pas qu'ils vont laisser toutes les banques nécessairement tomber en banqueroute, là. Je lis les questions en même temps. Je sais que Jacques Lépine, que tu connais sûrement très bien aussi, Bien sûr. pose quelques questions. Il parlait d'aubaine. Je sais qu'on va recevoir Jacques en passant vendredi midi aussi pour un live, donc ça va être très intéressant de par son expérience, évidemment, depuis 1983 dans le marché immobilier. Mais est-ce qu'on parle d'aubaine? Donc, Jacques posait la question, est-ce qu'on parle d'un meilleur prix, une baisse de prix, un achat sous le prix du marché? Est-ce que c'est ça que tu définirais Définitivement. Puis encore là, moi, là, ça me fait rire. Puis Jacques, il a vécu d'autres, là. Il a vécu d'autres avant moi puis toi, là, il a vu d'autres cycles immobiliers. Puis d'ailleurs, c'est une des meilleures présentations que Jacques fait, que j'ai adoré, que je me rappelle d'avoir vu il y a à peu près 14-15 ans. C'est celle sur les cycles immobiliers. Et, excellente présentation, Jacques. Mais en même temps, c'est ça qui me fait peur un petit peu. Parce que la mentalité, c'est est-ce qu'il y a des aubaines maintenant? Toi, Jean-Philippe, là, ça fait quelques transactions qu'on fait ensemble dans les dernières années. Est-ce que tu as fait des aubaines là-dedans? C'est sûr. Il y a toujours des bonnes transactions dans les mauvais marchés. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Exactement. Mais dans le mauvais ou bon marché, il y a toujours des aubaines. Et ça, c'est un mindset. OK? Fait que le problème avec ça, c'est que quelqu'un qui n'est pas dans le marché, quelqu'un qui regarde la parade passer depuis des années, parce que je me fais dire depuis des années, Patrice et moi, que mec, ça plante, là, je vais rentrer dans le marché. Mec, tout crash, je vais rentrer dans le marché. Puis, ce que je dis à ces gens-là, c'est, mettons, ta théorie est bonne. Là. Si jamais tout plante demain matin, c'est qui va ramasser les immeubles? Les gens liquides. C'est les gens qui sont prêts. J'en liquide. Ouais. Les gens qui sont dans l'action présentement. Ouais, exact. Parce que ceux qui regardent la parade passer depuis des années, ils vont regarder la parade passer aussi. Oui. Donc, les aubaines sont là sur le marché depuis des années. Et présentement, si tu n'es pas déjà dans le marché depuis 1 an, 2 ans à complètement connaître ton marché, tu ne seras même pas capable de détecter les aubaines qui vont se présenter dans les prochains 2 à 3 mois. Tu ne verras pas plus. Donc, c'est une question de mindset, c'est une question d'action. Fait que, pour répondre à Jacques, non, en ce moment, c'est pas marqué aubaine. Je ne vois pas des immeubles de vraiment que les propriétaires nous ont appelé. Hey, Patrice, il faut absolument que tu vendes ça, coûte que coûte. Ça, à ma connaissance, là, comme tu dis, on a plus de 200 en vente, à moins que les courtiers m'en sûrement parlé, mais à ma connaissance, non. Donc, il n'y a pas nécessairement des aubaines là, mais les gens qui sont déjà dans le marché vont les ramasser s'il y en a. Et c'est en négociation qu'on ramasse les aubaines. C'est pas écrit sur un immeuble, tu sais, baisse de prix, aubaine, dans le listing. Là. Mais quand tu es en négociation et tu fais des offres d'achat, c'est là que tu te rends compte, puis tu es constamment sur le terrain, c'est là que tu te rends compte que les propriétaires vont faire des contre-offres plus agressives, qui vont répondre plus rapidement aux offres qui se font, qui, au lieu de dire hey, je veux rien savoir, je ne réponds pas à cette offre-là, ils vont commencer à répondre aux offres, même si les offres sont basses. Si les offres sont basses. Donc, absolument, à ce moment-là, il faut commencer, il faut rester dans l'action. Entièrement d'accord avec toi. Ah ouais, mais c'est ça, effectivement. Si les gens se trouvaient des excuses avant, ils vont s'en trouver aujourd'hui encore plus. Donc, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Les gens qui n'étaient pas dans la parade, mais là, ils vont dire qu'ils vont être sûrs qu'au bout de 2-3 mois, là, ils vont attendre. Puis au bout de 2-3 mois, ben, ça va peut-être recommencer, puis ils vont encore une fois passer à côté. Les gens vont discipliner, le marché va discipliner les gens qui ne sont pas préparés. Puis les gens qui ne sont pas préparés, c'est les gens qui ne sont pas liquides présentement. Les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Ça, c'est une autre rumeur que j'entends sur Facebook. Les taux de qualification vont monter. J'ai lu ça dernièrement sur je ne me rappelle plus quel forum. Les taux de qualification ont monté. C'est vrai, puis c'est pas vrai. OK? Les banques peuvent monter les taux de qualification, mais les courtiers hypothécaires, eux autres, ceux qui gèrent, qui ont la correspondance CCHL, c'est eux qui gèrent les taux de qualification. Fait que chez nous, ce qu'on fait, on a X points de base au-dessus du taux contractuel qu'on peut donner, OK, qui a à une vingtaine de points. Donc, si les taux contractuels baissent, automatiquement, mon taux de qualification va baisser.
Donc, c'est pas vrai que, oui, il y a peut-être Desjardins, les banques nationales, les RBC, TD vont monter les taux de qualification. Mais si vous faites affaire avec des courtiers hypothécaires, pas juste PMML, tous les courtiers hypothécaires fonctionnent à peu près avec la même mécanique. C'est qu'habituellement, on sait qu'on peut même nous-mêmes dire c'est quoi le taux de qualification. Mais le défi présentement, c'est pas le taux d'intérêt. Parce que quand les taux d'intérêt descendent en bas de 2,75, OK, ou 2,70, mathématiquement, les banques vont commencer à travailler avec le TGA de financement et non pas le ratio de couverture de dette. Ça, ce sera un autre cours. Peut-être en parler avec Christian. Oui, mercredi, c'est ça. Avec Christian, on va en parler du TGA de financement parce qu'effectivement, les ratios de couverture de dette qui nous ont limités pendant plusieurs années ne sont plus nécessairement la game au niveau du financement. Ouais. Encore une fois, en ce moment, là, vraiment, même si vous n'êtes pas acheteur, refinancez, allez chercher de l'argent. Si vous pensez qu'il y a une grosse crise qui va se passer, essayez donc liquide, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, soyez liquide. Et vous allez voir que si vraiment tous les scénarios catastrophes arrivent, ben, le gars qui n'a pas financé au mois de mars 2020, OK, il va s'en mordre les doigts de ne pas être liquide parce que si jamais il arrive des grosses opportunités au mois de juin, au mois de juillet, les gens qui n'ont pas financé au mois de mars vont pleurer parce qu'ils ne seront pas liquides. Et quand il y a vraiment des opportunités, et Jacques pourrait nous répondre à ça, il faut bouger rapidement. Ce n'est pas le temps de dire hey, j'ai un esprit de belle aubaine, mon Dieu, il faut que j'envoie mon dossier de refinancement à l'SCHL qui vont me prendre 8 semaines. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est le temps maintenant de refinancer. D'ailleurs, le dossier chez PMML, là, la semaine passée, non, excuse-moi, depuis 2 semaines, OK? On a eu une 60aine de nouveaux dossiers. Les gens, les courtiers hypothécaires ne savent plus où donner de la tête. Je fais une petite annonce, là. On recherche des gens, on recherche des employés à temps plein, on recherche au niveau de la souscription hypothécaire, on recherche plusieurs personnes, on recherche des courtiers hypothécaires, bien sûr. Donc, j'arrête ma petite publicité, mais en ce moment, pendant que les gens se rétractent, nous, on expand, on grossit présentement parce que la demande est là présent. On a besoin de staff, on a besoin de courtiers. Et en même temps aussi, quand on parle dans chaque situation et les opportunités, c'est drôle que PMML commence la division hypothécaire. On a tout mis le setup depuis l'an passé, puis qu'on a commencé à signer nos premiers courtiers immobiliers et hypothécaires commerciaux purs là, et industriels depuis 2 à 3 semaines. Les premiers ont commencé à nous joindre. Et imaginez-vous le fun qu'on va avoir dans le commercial et dans l'industriel dans les prochains mois en tant que courtier immobilier. OK? Fait que c'est une question de mindset en ce moment. En tant qu'investisseur, il faut penser la même chose. Je suis d'accord. Puis j'aime bien ton idée de refinancement aussi. Tu sais, les gens sont nerveux pour le 1er avril. Si tu as une capacité de refinancement pour passer à travers ces 2, 3, 4, 5 mois-là, peu importe combien de temps ça va durer, d'avoir un refinancement, ça t'amène un peu de liquidité aussi pour assumer tes pertes locatives aussi. Là, tu sais, ça peut être intéressant pour passer à travers tout ça. Les banques aussi ont assoupli en fait, le gouvernement a assoupli certains critères de réserve pour les banques qui rendent les banques encore plus liquides. Donc, peut-être d'aller chercher justement de marge pour passer à travers tout ça, mais d'avoir de la liquidité, je suis entièrement d'accord d'être prêt à sauter. Je pense que dans le coaching du club, tu montres une vidéo où est-ce que les animaux passent, puis il y a un lion qui attend, puis il y a un autre lion qui pouf! Fait que je pense qu'en ce moment, il faut être le lion qui saute dessus. Tu sais, Jean-Philippe, c'est pas quand on a besoin d'argent qu'il faut demander de l'argent. Exact. OK? Ouais. Et je vous le dis, là, ceux qui sont en financement présentement, poussez pour que ça se passe le plus vite possible. OK? Je suis entièrement, j'assume là-dessus mon opinion, c'est que refinancer au maximum maintenant. Pour être liquide, pour sauter. Oui. Absolument. Hey, je voudrais juste souligner, on est presque à 800 sur le Facebook Live. C'est extraordinaire. Vraiment, moi, je vois juste toi. C'est ça, j'ai pas le temps. Je regarde pas les commentaires, mais je te vois toi. Là, fait que... Incroyable, 800. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Je pense qu'on avait 30 minutes, mais si ça ne dérange pas, Patrice, je pense qu'on peut l'étirer un petit peu. Je pense que le sujet, on a encore beaucoup de questions. Est-ce que tu es d'accord avec ça, qu'on l'étire un petit peu? Pas de souci. Je suis disponible. Parfait, merci. On avait des questions au niveau des optimisations. C'est assez chaud en ce moment aussi, au niveau de ces questions-là.
Optimisation, as-tu des feelings en fait du marché là, au niveau des négociations, peut-être avec les locataires, les départs? As-tu un feeling du marché de tes courtiers ou de toi-même là-dessus? Écoutez, juste, en fait, au niveau de l'optimisation, il n'y a rien qui change. OK? C'est le même principe, la même recette. Est-ce que les gens vont être capables de s'étirer? Il faut choisir un peu aussi. Il faut savoir s'adapter. En ce moment, c'est peut-être pas le temps d'aller s'asseoir avec un locataire pour lui dire que ça va coûter 300$ par mois ou 200$ ou 100$ de plus par mois. OK? Faut faire attention à ça. Mais juste pour revenir au point là-dessus, c'est que les locataires présentement, là, moi, si je serais propriétaire d'un bon parc immobilier, OK, puis je le vois, puis je dis ça parce que j'ai eu des conversations avec quelqu'un qui a plus de 2000 logements hier. Et en ce moment, là, ce que les gens font, les propriétaires, c'est qu'ils ont commencé à documenter la situation des locataires. Exemple, on va faire ça simple, tu as 10 logements, tu as 10 locataires. Il y en a, c'est sûr, là-dedans qui vont arriver avec hey, écoute, je vais peut-être avoir de la difficulté à payer. Et je crois que si on documente comme il faut la situation, OK, avec les locataires et pourquoi ils ne payent pas, et non pas juste parce que hey, c'était à mode, l'association des locataires ou le FRAPU a dit ben, payez pas vos loyers parce que c'est correct de le faire. Je crois que si on documente la situation de chacun des locataires, puis si jamais on a un problème, puis qu'on va voir la banque, voici mon portfolio, voici mes codes défauts, voici la situation de chacun, et qu'on met ça sur un beau tableau Excel, puis qu'on va voir la banque, ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher un congé hypothécaire, ainsi de suite. Puis je veux juste mettre une autre affaire sur le congé de paiement, là. On avait une discussion avec des gens de mon équipe, on a eu une grosse réunion ce matin hypothécaire, bien sûr par Zoom aussi. Et puis, présentement, on pense que tous les gens entendent dans les médias, les banques, Desjardins, TD, tout le monde a reçu un communiqué. Et en passant, depuis 2 semaines, là, je sais exactement c'est qui tous mes fournisseurs. Des gens que je n'avais jamais entendu parler, puis j'ai reçu un titre COVID-19 et là, maintenant, oui, je fais encore affaire avec cette personne-là, ainsi de suite. Mais bon, fait que j'ai reçu entre autres toutes les banques, OK? Les banques, et là, c'est marqué, on parle il y a des situations de congés hypothécaires, on attend des choses dans les médias, mais il faut faire attention parce que dans les exemples, dans les prêts assurés CHL, surtout ceux qui utilisent la titrisation, OK? Je ne commencerai pas à expliquer ça ici, mais ceux qui utilisent des prêts assurés CHL ou qui c'est pas les banques qui vont décider s'il y a accord de congé de prêt ou un congé de paiement. C'est la SCHL qui va décider. Vendredi dernier, il y a eu un gros meeting et comme j'ai lu dernièrement dans les médias sociaux, quelqu'un de très haut placé à la SCHL que j'ai discuté la semaine passée, vendredi dernier, il y a eu un bon meeting, OK? Une bonne rencontre avec des prêteurs, entre autres, que je connais, et la SCHL pour savoir comment ils vont réagir à ça. Et présentement, en tout cas, pas présentement, vendredi dernier, la SCHL n'a pas ouvert l'opportunité de donner des congés hypothécaires pour les prêts assurés. Et ça, peu importe le prêteur. Mais là, je ne parle pas de conventionnel. Tu sais, ça peut être une autre histoire. Si on va en conventionnel, il peut y avoir des situations que Desjardins vont gérer eux-mêmes. Mais à partir du moment qu'il y a une assurance prêt, puis c'est la CHL qui va faire les codes défauts, ben, c'est la CHL qui va décider. Fait que la journée que ça va être bon pour un prêteur, ça va être bon pour tous les prêteurs, d'après moi. Mais encore là, les prêteurs, il va falloir qu'ils arrivent avec des situations concrètes. Fait que si vous, en tant qu'investisseur, vous êtes responsable et vous documentez vos codes défauts, vos défauts de paiement, tout bien fait, et le pourquoi et la situation. Cette personne-là travaille dans la restauration, a toujours bien payé, mais là, bon, compte tenu de la situation, il était pour le mois d'avril, ça va être difficile avant qu'il reçoive la subvention. Je pense qu'on passe à travers. Donc, pour arrêter rumeur que les banques vont arrêter de collecter de l'argent le mois prochain, là, je pense pas. Non, c'est ça. Je pense pas non plus. Je pense pas que ça va être le cas, mais les gens se posent la question. Je pense que tu as un peu répondu à la question, mais si tu veux ajouter là-dessus, les gens se posent la question, est-ce que si ma banque me donne un congé de capital, est-ce que je devrais le prendre? Selon toi? Ben, c'est comme reporter de l'argent à quand? C'est ça. Tu sais, à quelque part, c'est comme je parlais à quelqu'un dernièrement, il dit hey, c'est le fun, j'ai pas besoin de faire mes impôts pour le 30 avril. Moi, mais
c'est une question de temps. Pourquoi tu ne règles pas tout ce qui est à régler tout de suite? En tout cas, ça, c'est une question de mindset. Moi, je ne prendrais pas le break. Moi, je continuerai à payer. Moi, je démontrerais, tu sais, moi, dans la vie, là, il y a un paquet de monde que j'apprécie. Comme tu sais, je vais dans des événements, je vais partout, je connais des centaines, je connais des centaines de personnes, tout le monde me connaît. Mais je connais vraiment les gens à partir du moment qu'on fait des transactions avec eux. Tu reconnais les vraies personnes quand ça va mal. OK? Et dans une situation de transaction, il y a des hauts et des bas, et c'est là que tu vois la nature des gens. Il y a des gens qui m'écoutent en ce moment qui vont comprendre exactement ce que je veux dire. OK? Dites-vous une chose. Est-ce que c'est le temps de démontrer en ce moment à la banque que malgré la situation, qu'on est un emprunteur qui a le caractère nécessaire pour passer à travers ça, no matter what? Ou c'est le temps d'aller voir la banque pour dire non, 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 écoute, j'ai de la difficulté. La banque va vous percevoir de la même façon que vous allez percevoir vos locataires. Tu le sais, il y a des propriétaires présentement là, qui nous écoutent, là, qui savent exactement c'est qui les locataires qui vont venir voir. Ils savent. Je connais le caractère de ce locataire-là. C'est la moindre situation va faire qu'il va venir me voir, qui va me dire hey, je ne suis plus capable de payer. Mais dites-vous que la banque, le banquier va vous percevoir de la même façon. Donc, si on me donne le choix de faire mon paiement, c'est sûr et certain que je le fais. Pourquoi? Puis ça va être l'occasion de démontrer au banquier que je suis capable, j'ai le caractère pour passer en avant. Incroyable. Entièrement d'accord là-dessus. Absolument. Ouais, une relation de confiance, ça, tout est une relation autant avec les courtiers qu'avec les banques. J'adore ce conseil-là. Oui. En fait, le poil me lève sur les bras en ce moment. C'est un peu normal. C'est une relation, c'est dans les moments difficiles. Dans un couple, c'est dans les moments difficiles que c'est là que tu vois la solidité d'un couple. Tu sais, c'est pas quand ça va bien. Quand ça va bien, tout le monde va bien. Tout le monde est ami. Quand ça va pas bien, mais c'est là qu'on reconnaît les vrais joueurs. J'adore ça. Je reviens avec une question qu'on me posait souvent dans la question-réponse. On dit de sauter sur le marché tout de suite, mais est-ce qu'on devrait attendre une semaine ou deux, savoir ce qui se passe en avril, ou selon toi, on ne devrait même pas attendre une semaine ou deux? Le succès ne vient pas par approbation, le succès vient par décision. Donc, bouge maintenant. Peu importe ce qui va se passer dans 2 semaines, ça va être encore mieux. Mais si tu attends, pendant ce temps-là, il y a du monde présentement qui bouge. Je vous le dis, là, la journée qui ont commencé à arrêter, ça a commencé un peu au niveau des médias à partir du moment qu'ils ont décidé, pris la décision de fermer les garderies et les écoles. À partir de ce moment-là, il y a des gens qu'on n'avait jamais entendu parler qui ont commencé à nous appeler et à prendre des questions sur des immeubles. C'est-à-dire que des gens qui attendaient, pas des gens qu'on n'a jamais entendu parler, mais des gens qui ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. Ceux-là attendaient ça et sont dedans présentement. Fait que pourquoi attendre 2 semaines? L'opportunité va être bonne dans 2 semaines, 3 semaines, mais attendre quoi? Ils attendaient. J'adore ton commentaire aussi, les gens qui disent j'attendais que les prix baissent. On l'entend souvent, celle-là. C'est le moment, faut sauter. Puis encore là, attendez pas que ça soit écrit que le prix est plus bas. Faites des offres maintenant. Les gens, c'est dans la négociation qu'on sort les deals. C'est pas écrit deal sur un immeuble. C'est en négociant qu'on s'en rend compte. Donc, la journée que les prix vont baisser, puis que ça va être physique, c'est-à-dire on va le voir là, au niveau des listings, on va le voir, il va être trop tard. Vous voyez? C'est là que ça se passe. C'est là que l'incertitude du monde. Dans 2 semaines, 3 semaines, là, OK? Là, il va y avoir une courbe. Suivez la courbe du COVID, là. Vous suivez la courbe des cas au Québec. OK? Puis là, on est en bas, puis là, ça va monter. Et là, après ça, il prévoit ça. Je ne me rappelle plus où j'ai vu ça en fin de semaine, mais il montrait une belle courbe, puis ça redescendait. OK? Mais quand ça monte, là, OK, on est encore pour 1 mois, 2 mois, selon cette courbe-là, qui provenait du gouvernement. L'incertitude est là. Après ça, quand ça va revenir, là, vous allez voir, là, les restaurants vont être pleins, les parcs, les cinémas, tout le monde va s'embrasser. Puis là, à ce moment-là, la confiance va être revenue. Les gens vont dire hey, je t'ai écœuré de la bourse, je me suis fait planter. Dès que ça remonte au prix que j'ai payé, je m'en vais dans l'immobilier, je m'achète un immeuble. Avec des taux d'intérêt très faibles. Fait Oui, qu'effectivement, mais là, encore là, la politique monétaire, est-ce que en ce moment, il y a une situation, eux autres, ils l'ont vu venir. Fait que c'est pour ça que depuis 3 semaines,
Ils ont réagi à ça. Et là, maintenant, quand ça va tout va revenir à normal, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Là? Est-ce qu'ils vont la maintenir bas? Ça, je ne suis pas un expert là-dedans. Mais chose certaine, c'est que en ce moment, les conditions sont excellentes, vraiment excellentes. Est-ce que de faire un suivi avec tous les propriétaires qui nous ont dit non sur des promesses d'achat serait une bonne idée à faire en ce moment? C'est assez drôle de dire ça parce que je parlais avec des courtiers dans l'équipe, OK? Et Patrice, ça n'a jamais été aussi facile de rejoindre le monde. Tout le monde est chez eux. Les gars qui sont à la prospection, qui font du cadre, puis qui font du téléphone, qui prospectent, ils disent notre taux pour rejoindre les gens n'a jamais été aussi élevé. Tout le monde est chez eux, puis en plus, ils ont la jasette parce qu'ils ont juste ça à faire. Fait que oui, pour répondre à ta question, là, je ferai un suivi partout et je relancerai tout le monde. Wow. Les gens, présentement, ils attendent ça. Effectivement, ils ont le temps de jaser. Les gens attendent des investisseurs. Les gens nous attendent. C'est une mission qu'on a, c'est un devoir qu'on a d'aller appeler les gens pour les soulager leur immeuble. J'adore ça. J'adore ça, soulager. Dans le neuf, je sais que tu en as parlé un petit peu au niveau des logements locatifs. Au niveau de la construction, avais-tu quelque chose à dire? As-tu eu un feedback là-dessus au niveau de la construction du neuf? Moi, encore là, le neuf devient le produit par excellence quand les gens ne peuvent pas se payer une maison. Quand on regarde tous les gens, puis là, on ne parle pas juste de la restauration, parce qu'habituellement, les gens qui travaillent dans la restauration ou dans le commerce de détail, dans les centres d'achat, c'est des locataires. Mais quand on entend des compagnies comme Air Canada, Air Transat, et là, on va en avoir de plus en plus dans les prochaines semaines, c'est tous des gens qui sont habituellement dans le flot pour s'acheter une maison. Okay? Ces gens-là vont aller louer du neuf en ce moment, définitivement. Puis je ne sais pas, as-tu entendu parler d'un problème de chaîne d'approvisionnement ou quoi que ce soit au niveau des matériaux ou tu n'as pas. Non, je ne suis pas assez ferré là-dessus. Là. Je ne suis pas assez ferré là-dessus, mais chose certaine, c'est que. On construit. En ce moment, je pense qu'il y a une belle opportunité pour tout le monde. Et je vous dis ça, là, mais je vous dis, honnêtement, c'est malheureux, là, mais les investisseurs immobiliers sont dans une très belle industrie présentement. Absolument. Je vous le dis, là, à 100%, les propriétaires, on a peut-être des petites parts qui s'en viennent sur les gens qui vont payer, mais comparez-vous à des gens qui sont dans la restauration, qui sont dans le commerce de détail, qui sont dans des... écoutez, ça va être difficile. On a tellement de pensées à court terme présentement de la façon qu'on réagit à ça. Mais je ne veux pas rentrer de la façon que la crise est gérée. Je pense que la crise est gérée comme il faut par un bon leader présentement. Ceci dit, je pense que les PME ont un devoir présentement de continuer à faire le maximum et non pas de se rétracter. Joël Martel, que tu connais bien, bien sûr. Que tu connais très bien, que tu as fait plusieurs transactions, il disait, est-ce qu'on doit jouer un petit peu plus défensif sur nos optimisations? Est-ce que tu jouerais de prudence ou tu irais quand même agressif? Il parlait d'ajout d'un logement ou ce genre de choses-là. Est-ce que tu continues? Absolument pas. Absolument pas. C'est un besoin de base. Si tu as la chance d'ajouter un logement, tu ne peux pas perdre. Puis, tu sais, on dit toujours au propriétaire, tu sais, quand tu fais une offre d'achat, de ne pas dire non par le propriétaire. Mais je pense, en tant que propriétaire, quand c'est le temps de faire une optimisation, laisse donc le locataire dire non. Mm-hmm. Les gens, là, malgré tout ça, c'est parce qu'on est tellement dans le moment présent. Je vous le dis, dans 3 mois, 4 mois, ça va être une autre histoire. Il faut penser dans 3-4 mois. Peu importe ce que tu fais comme move aujourd'hui, dis-toi qu'à la fin de ta transaction, parce qu'une transaction de bloc appartement ne dure jamais en bas de 2 à 3 mois. Quand tu vas être à la fin de ta transaction, tu vas dire, Christy, une chance que j'ai bougé à ce moment-là. Je vous le dis, si moindrement ça dure juste 3 mois ou 2 mois, le marché va être complètement fou en septembre. Et là, ce qui nous fait peur présentement, ce n'est pas nécessairement les gens qui payent ou qui ne payent pas les locataires. Ce qui nous fait peur, point de vue transactionnel, c'est les professionnels du marché. Okay? Les notaires. Les notaires. Puis aussi niaiseux que ça peut paraître, là, mais qu'est-ce qui arrive si demain matin, le registre foncier ferme? On avait cette discussion-là avec Alexandre, justement, de chez PMML, c'est drôle. Oui. Mais qu'est-ce qui arrive si le registre foncier ferme? Ben,
Un site web qui ferme le week-end, là, ça se peut bien qu'il ferme la ce ici, OK? Parce que, honnêtement, je n'ai jamais vu ça, mais vous savez, pour ceux qui ne savent pas, le registre foncier est fermé le week-end. Le site web est fermé le week-end. Parce qu'il y a du monde en arrière de ça, bien sûr. OK? Si ce bureau-là, qui est en arrière du registre, okay, du site web du registre, ferme, on a un sérieux problème présentement. OK? Et ça, on espère que non. Fait que, en bout de ligne, là, en ce moment, chaque élément de la chaîne, tu parlais tantôt de la chaîne d'approvisionnement ou de la construction, mais au niveau de la transaction immobilière, présentement, tout le monde est là, au ralenti, à distance, en télétravail. Tout le monde fait son mieux. Mais reste que si on a un lockdown complet dans 2 semaines, bien, le notaire, lui, a une responsabilité. C'est la seule partie d'une transaction où il y a une rencontre en personne. Okay? Le notaire ne peut pas faire ça par signature électronique, malheureusement. Donc, ça risque de bloquer. Ça peut être difficile. Mais encore là, je pense que ça va amener des opportunités. C'est sûr que ça va amener des opportunités, mais on ne souhaite vraiment pas, là, parce que je pense que ça va amener énormément de difficultés pour les gens qui sont dans l'action. Quand même que tu veux bouger, quand il n'y a plus de notaire qui bouge, ça devient complexe. La SCHL, il ne faut pas oublier que la SCHL est un organisme fédéral. Puis qui tu penses qu'il va fermer en premier? OK? Il y a des incertitudes là-dedans. Ça, c'est une autre raison pour se dépêcher à closer les financements dès que possible. Oui, c'est vrai, parce que la SCHL, effectivement, pourrait fermer, définitivement. On peut se mettre toutes sortes de scénarios de catastrophe, moi et toi, là. Puis, si ça arrive, il y a des gens qui vont profiter des situations. Je suis entièrement d'accord. Je lis les questions. Écoute, j'essaie de les filtrer pour toi, Patrice. Je sais qu'il y en avait des questions. Est-ce qu'on devrait faire plus des flips ou des multilogements? Patrice, tu touches moins aux flips. Est-ce que tu avais un commentaire là-dessus ou on se réserve? Ben, multilogement, peu importe. Quand tu flippes un multilogement, dans la pire des situations, tu n'es pas capable de le revendre au prix que tu voudrais. Tu as quand même les revenus qui sont là pendant ce temps-là. Tu refinances absolument. Je crois que dans un flip, je veux dire, ce qui fait le flip ou le flop, c'est la longévité de la détention après l'avoir relippé. Donc, à ce moment-là, c'est ça, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Airbnb, est-ce que tu penses que ça va retourner plusieurs logements sur le marché, selon toi? Airbnb qui est en difficulté en ce moment, est-ce que tu penses qu'il y aura des logements illégaux qui vont retourner en location long terme? Ça se peut. J'ai aucune opinion là-dessus, mais en même temps, on a des taux de vacances excessivement bas. Donc, je pense pas est-ce que ça va avoir un impact? C'est une bonne question. Il faudra parler à un expert là-dedans. Bon, je te lance les questions du public. On n'a pas de boule de cristal. Évidemment, moi non plus, je n'ai pas de boule de cristal là-dessus. Airbnb. Parce que l'Airbnb ça représente-tu un logement sur 1000? Ouais, je pense que c'est. Ça dépend. Au Québec, dans le centre-ville, c'est peut-être beaucoup plus. Sur le plateau, c'est peut-être un peu plus. Mais au Québec, je ne sais pas c'est quoi l'impact de ça. Exact. Airbnb, je sais que tu fais des études de démographie aussi. Démographie, je pense que je te lance ta boule de cristal. Démographie, est-ce qu'on va continuer à avoir une démographie positive selon toi? Là, en ce moment, en pensant aux circonstances du moment, définitivement que c'est pas évident de savoir que c'est les gens qui vont s'en venir. Mais parce que quand on parle de démographie, on parle aussi de la démographie entre les régions, hein? Entre la balance migratoire, entre l'île de Montréal versus les régions. Et je pense qu'en ce moment, c'est difficile à dire. Je pense pas qu'il va y avoir un impact. À moins que ça dure plus que 2-3 mois. Là. Tout ça est dans une situation, tout ce qu'on parle présentement, on va avoir la même discussion dans 3 mois. Et si dans 3 mois, on a les mêmes circonstances où tout est fermé, bien là, on gardera à ce moment-là. Une question de Jean-Pierre Campeau que tu connais bien également. Bien sûr. Jean-Pierre qui disait, est-ce que tu prévois des actions légales? Est-ce qu'il y a des actions légales en cours qui se préparent au niveau des promesses d'achat qui n'arriveront pas à échéance? Est-ce que tu vois ça apparaître sur le marché, en fait? Pas toi, mais sur le marché. On a une parajuriste, une paralégale qui travaille à temps plein pour PMML. On a une employée ici qui est parajuriste. Elle fait des heures supplémentaires présentement. OK. En ce moment, il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de situations. Ouais, on a 400 dossiers, là. On en voit toutes les sortes. Là. Mais
il y a beaucoup de situations qui se passent présentement. La fille, elle travaille excessivement fort. Là. Quand je dis heures supplémentaires, elle ne finit pas à 5 heures. Là. Elle fait ce qu'elle a à faire. On travaille fort. On travaille fort à la maison. J'apprécie le temps que tu nous accordes. D'ailleurs, je sais que c'est un temps très, très occupé, là, mais j'apprécie vraiment non, le temps. Mais l'objectif, c'est de dire au marché, j'ai un message. C'est pas simple. Il est où ton mindset? Si tu es à la porte de sortie, sors au plus vite possible. Puis si tu es à la porte d'entrée, mais rentre dans le marché rapidement aussi. L'incertitude, là, est pas bon. Autant pour un investisseur qui est en acquisition, autant qu'un investisseur qui pense peut-être de vendre. Parce qu'il arrive, on s'entend tous là, qu'un an après que la crise soit finie, là, si on ne sait pas ce délai-là, quand est-ce que ça va finir? Là? Un an après, un an et demi après, les prix vont être plus hauts qu'avant. Donc, si tu pensais de vendre cette année ou l'an prochain, c'est peut-être le temps de vendre. Si tu penses de garder tes immeubles plus qu'un an et demi, ben vends pas pour ce qui se passe présentement. Fait que c'est où tu te situes présentement? Est-ce que tu es en acquisition? T'es-tu plus un vendeur? T'es-tu plus un acheteur? Est-ce que tu es un pro? Tu es un amateur? À un moment donné, ça fait beaucoup de catégories. Puis comment que toi, te connaître en tant qu'investisseur, comment tu vas passer à travers ça? Démontre la force de caractère que tu es capable de passer à travers ça aux prêteurs. Les prêteurs vont t'adorer. Ils vont vouloir continuer à travailler avec toi. Démontre la force de caractère à tes locataires que malgré tout ce qui se passe, que tu as un devoir social, bien sûr, de bien les informer puis regarder toutes les alternatives avec eux. Il y a des beaux courriels qui se passent présentement sur Internet avec des liens pour aider les locataires, mais tu as quand même une responsabilité économique. OK? Donc, tu n'es pas nécessairement toujours être le bon cop dans tout ça. Là. Tu dois quand même dire, écoute, là, ton excuse, je ne la prends pas ce mois-ci. Ouais. Okay? Donc, d'avoir le caractère, de passer à travers ces moments-là, c'est ce qui va définir ton avenir dans l'investissement immobilier. Puis, en ce moment, dans nos transactions, OK, la majorité des investisseurs s'accrochent, travaillent fort et closent les dossiers. Ce qui, dans le fond, ils vont-tu se poser la question, et dans le fond, là, j'aurais pu essayer peut-être de renégocier un 50 000. Mais, à quelque part, il faut que tu fasses la transaction parce que je crois que, oui, peut-être tu peux t'essayer, mais lâche pas une transaction parce que le vendeur n'a pas voulu baisser après que toutes les conditions soient remplies. Et les courtiers qui m'écoutent dans mon équipe vont dire, Patrice, dis pas ça parce que tout le monde va vouloir renégocier, mais en même temps, c'est le vendeur de décider. Ouais. Si quelqu'un veut renégocier, il peut bien l'essayer, mais pas de souci. Ben, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut retenir parce que je lis les questions, il y a énormément d'incertitudes par rapport au loyer du 1er avril. Là, les gens ont peur des pages Facebook qui sont créées. Je pense que c'est important de souligner en fait que ce qui nous fait peur à nous fait peur également aux vendeurs. Donc, tant qu'à moi, il y a une juste balance là-dedans qui va se créer entre les vendeurs et les acheteurs par rapport à l'incertitude du 1er avril. Tu peux en profiter. On peut avoir peur. On a posé des questions sur Airbnb. On peut avoir peur d'Airbnb qui revient en location. On peut avoir peur de la démographie. On peut avoir peur des gens qui créent des pages de crise. Mais en réalité, toutes ces peurs-là chez l'investisseur existent aussi chez le vendeur. Donc, comme tu l'as dit, je pense que c'est juste une question de négociation en entrée de transaction. Oui. Puis, le vendeur qui est liquide, je sais qu'il ne flanchira pas. Il va rester là. Ben, il va rester là. Il va passer à travers. En fait, si c'est un vendeur expérimenté, puis surtout, si c'est un vendeur qui détient le bâtiment depuis longtemps, a passé à travers certaines crises aussi. Je pense que c'est bien. Une chose aussi, c'est que, tu sais, on est très là, exemple au club d'investisseurs immobiliers, on s'entend que la majorité des gens qui sont actifs au club d'investisseurs sont plus dans le développement de leur portfolio que dans la liquidation du portfolio. Absolument. Okay? Donc, nous, notre mentalité, quand on est au club d'investisseurs immobiliers, on pense vraiment dans l'acquisition en tant qu'acheteur et tout ça. Mais quand on regarde le parc immobilier, là, puis ça, c'est une étude là, vraiment qui est confirmée, OK? Et qui nous-mêmes le fait, parce qu'on ramasse toutes les hypothèques au Québec, donc depuis les 15 ans, on sait exactement ce qu'il y en est. Présentement, il y a 1% à peu près, 1,4%. Et puis, il y a des secteurs, ça peut monter à 1,8%, OK? Du parc immobilier qui roule à tous les années. OK? 1 et 2% du parc immobilier qui roule, c'est-à-dire qui change de main.
Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que 98% des propriétaires qui ne vendent pas tous les années. Tu me suis? Oui. Dans le 98% qui restent, là, qui ne vendent pas, là, je te dirais, là, OK, on le voit, là, que une très grande majorité, OK, leur parc immobilier n'est même pas financé à 50%. Exact. OK? Donc, en ce moment, là, pensez pas que les propriétaires vont partir en courant puis qu'ils vont se mettre à vendre partout puis ils vont liquider leur parc. Ceux qui sont plus à risque, c'est ceux qui se sont accotés dans les 5 dernières années. Mais si on regarde, mettons qu'il y a 1% ou 2% par année qui a roulé dans les 5 dernières années à accoter leurs immeubles, à acquérir, à bâtir leur portfolio, mais de façon extrêmement leveragée, il reste quand même 95%, 93% des gens, sont même, mettons, 2% par année, qu'eux n'ont pas ce souci-là en ce moment. Nous, en tant qu'investisseurs, là, on est dans l'action, c'est ce qu'on pense. Mais la majorité des propriétaires, là, ils ne pensent pas à ça, là, les autres. Là. Quand même que tous les locataires ne payent pas le mois prochain, là, le gars, là, l'Italien ou le Grec qui a acheté ça en 1970, là, lui, là, il n'y en a plus d'hypothèque. Puis en plus, même s'il a l'argent, il n'aura même pas collecté ses loyers parce qu'il ne veut pas rencontrer le locataire. Il va attendre le mois prochain. Tu comprends? Il y a différents. Il faut réaliser que le marché immobilier, puis la majorité des clients de PMML, ce n'est pas des gens qui sont dans l'action comme au club. Là. C'est du monde qui ne sont pas sur le marché depuis 15 ans, 10 ans, qui nous appellent pour vendre des immeubles. Et ces gens-là n'ont pas d'hypothèque souvent ou ils ont très, très peu d'hypothèques. Donc, pour eux, là, situation actuelle, là, s'il veut 1 million, là, il ne te le vendra pas à 700 000 ou 800 ou 900. C'est sûr et certain. Il ne bougera pas. Mais je suis d'accord avec toi, il y en a. Puis effectivement, avec des fois l'état des immeubles, on voit que c'est ça, ils n'ont pas nécessairement besoin de ces sous-là. Exactement. Ben, la preuve de ça, c'est que leurs immeubles sont tous optimisés. Et la bonne nouvelle, OK, c'est qu'on sait que si la majorité des propriétaires, leur hypothèque, sont en bas de 50%, on sait que ces gens-là ne sont pas agressifs dans les loyers. Fait que pour l'armée d'optimisateurs qu'on a, il va en rester à optimiser pendant des années, des années, des années, des années, des années encore. OK? Et ces immeubles-là vont finir par arriver sur le marché. Puis, on va avoir quand même des choses intéressantes. Très optimiste, oui, mais en même temps très réaliste présentement. Là, je peux vous dire qu'on a des dossiers présentement où c'est pas facile, mais c'est de l'incertitude pure et simple. Aucun problème financier. C'est tout de l'incertitude. Pour régler l'incertitude de loyer, juste un petit bémol sur les questions, les questions de courtage. Je vais juste répéter les Facebook qu'on a, puis après ça, je vais te laisser le mot de la fin, Patrice. On a beaucoup de questions sur les loyers et sur les hypothèques. Donc, mercredi, on a Christian Pomerleau, justement, de l'agence PMML, qui va venir nous renseigner là-dessus. On va avoir aussi Hans de la Corpic qui va venir nous jaser la semaine prochaine. Oui, exact. Qui va venir nous jaser la semaine prochaine à propos de la Corpic et au niveau de la location. Fait qu'on va avoir un peu plus de détails. Je sais qu'il y avait beaucoup de questions sur le fil. Jacques, j'ai vu qu'il était très actif aussi. Vendredi midi, va être là. Mais juste répéter le petit truc que j'avais en tête quand tu parlais, en fait, les garanties de loyer, je pense que ça peut être très, très bien dans ces moments d'incertitude-là où est-ce que les gens ont peur d'acheter en fonction des loyers, juste d'y aller avec une garantie de loyer, donc nous faire garantir le loyer par le vendeur. Je pense que c'est un bon petit truc qu'on a dit au début qui valait la peine d'être répété. En fait, ce que je dis, c'est que je proposerais ça aux vendeurs avant de baisser le prix. Absolument. En tant que vendeur, là, si je serais prêt à baisser mon prix de 100 000, j'essaierais de garantir le loyer pendant 3 mois avant. Ben, c'est ça. Parce que c'est toute une question d'incertitude. Puis est-ce que l'acheteur s'asseye? C'est sûr. L'acheteur s'asseye. Il veut vérifier si tu es prêt à flancher ou pas. Ou si l'acheteur est dans une transaction, il a peur en ce moment, ben, qu'il demande une garantie de loyer, en fait. Moi, je pense que ça pourrait être une belle solution pour le rassurer pour 3-6 mois. On peut peut-être repousser les transactions. Il y a un paquet de choses qui peuvent se faire présentement. On a des clauses présentement qu'on a fait faire chez PMML pour, suite à la situation exceptionnelle, de repousser les transactions parce que les professionnels, les inspecteurs ne sont pas là. On a la difficulté. Là, je ne te compte pas toutes les histoires qu'on entend quotidiennement de mon côté. Patrice, on a fait l'inspection de tel immeuble, mais il y a 3 logements qu'on n'a pas pu rentrer. Puis, j'ai des gens dans mon équipe, des courtiers dans mon équipe, Patrick Beaulé, entre autres, qui a été s'acheter des kits de gants, de masques,
puis qui rassure tout le monde quand il rentre il offre ça à toutes les parties qui sont dans la transaction, à l'immeuble, chacun met son casque, son masque, ses gants, demande aux locataires de sortir s'ils ne veulent pas rentrer. Puis, il faut respecter ça aussi. Si le locataire ne veut pas que tu rentres, pas. Là. Mais si tu arrives là bien équipé, puis tu démontres que tu es prudent, il y a des locataires qui ont demandé de rester dans la chambre pendant que les gens faisaient l'inspection. Tout est possible présentement pour quelqu'un qui veut vraiment faire une transaction. C'est ça. Je pense qu'il faut continuer. C'est fantastique. Juste dire aux gens, si jamais il y en a qui ont aimé la capsule, vous pouvez la partager, prendre une photo en avant de son écran. On est tout le temps content de vous voir, que vous nous avez écoutés, parce que là, on est plus une discussion ordinateur devant ordinateur. Donc, si vous voulez partager ça, partager l'information, Patrice a donné plein de bons trucs, plein de belles stratégies aujourd'hui. Fait que je suis vraiment, vraiment content que tu aies pris du temps pour nous, malgré dans cette crise-là, où est-ce que tu es souvent au téléphone. Le mot de la fin, Patrice, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de conclure? Bien, comme je disais tantôt, je pense que notre destinée est prise au moment qu'on prend des décisions. Puis en ce moment, c'est de se classifier personnellement, de se connaître en tant qu'investisseur, de savoir est-ce qu'on est un pro, on est un amateur. On aimerait penser qu'on est des pros. OK? Souvent. Mais de bien se classifier là-dedans. De ne pas prendre de risques pour de rien si on n'est pas capable de les prendre. D'un autre côté, je vous le dis que si vous avez une transaction actuellement, important de la compléter. Parce que si votre point, c'est OK, je vais attendre que ça se passe, je vais commencer au mois de septembre, je vous garantis, sûr et certain, c'est live, ça, c'est enregistré en plus, là, qu'à partir de 2 à 3 mois après que la crise soit finie, le marché va partir en peur. Je le sais, les gens vont l'immobilier est une valeur refuge. Et à partir du moment que la bourse revient au pair, OK, que les marchés, que les indices vont revenir au pair, les gens vont sortir de là puis ils vont se garocher en immobilier. Fait que pour ceux qui le peuvent, amusez-vous pendant 2 à 3 mois. Ceux qui ne le peuvent pas, regardez ce qui va se passer, soyez prudents. D'un autre côté, ben, je pense que, comme je disais tantôt, de démontrer son caractère envers nos partenaires financiers. Tantôt, je parlais des prêteurs. Mais si tu es capable de démontrer à tes partenaires financiers qui ont investi avec toi que tu es capable de gérer cette crise-là, qu'est-ce que tu penses qui va se passer par la suite? Ça va être juste positif. S'ils t'ont passé de l'argent, tu as acheté un immeuble avec leur argent, tu as géré l'immeuble de façon responsable, tu as passé à travers la crise, et quand la crise va être finie, ces gens-là vont redoubler le montant d'argent qu'ils t'ont passé parce qu'ils ont confiance en toi. Je pense qu'en ce moment, c'est le temps de démontrer le caractère qu'on a en tant qu'investisseur à tous les partis, aux courtiers immobiliers. Nous, là, je vous le dis tout de suite, les acheteurs qui lâchent prise présentement, ils sont en train de nous démontrer le caractère qu'ils ont. Les vendeurs qui lâchent prise présentement sont en train de démontrer le caractère qu'ils ont. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît le monde. Et pour ceux qui travaillent malgré tout ça puis qui réussissent à passer cette transaction, dis-toi là que moi, si je passe une transaction avec Jean-Philippe Claude pendant cette crise-là, Jean-Philippe Claude, il va être bienvenu à bras ouverts lorsque la crise va être passée. Puis toi, de toute façon, Jean-Philippe, tu vas toujours être dans l'action no matter what. OK? Mais dites-vous que c'est le temps de démontrer aux gens dans votre entourage c'est quoi le caractère que vous avez en tant qu'investisseur. Quelle belle fin à cette capsule, Patrice. Hey, merci infiniment d'avoir pris ce temps-là. On a surfé autour de 800 tout au long de ce Facebook Live-là, donc absolument incroyable. Hey, merci, Patrice. Je peux te faire un petit message officiel? Vas-y. C'est impossible pour moi de répondre au Messenger. Okay? Je sais que les gens vont m'approcher. Je m'en excuse, mais je pourrais faire l'exercice encore dans 2 semaines avec toi, JP, mais je ne peux pas répondre à tous les Messengers. C'est impossible. Okay? Donc, je ne répondrai pas, à moins que ce soit des dossiers actifs avec nous. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Puis, je vais me concentrer sur les clients présentement, sur les 400 dossiers actifs qu'on a et pour pouvoir passer à travers cette tempête-là. Donc, tout ce qui est externe à ça, je vous invite à communiquer soit avec les courtiers de notre équipe, mais pas m'envoyer un message personnellement. Yes. Hey, merci, Patrice. Puis pour toute la gang du club, on se revoit mercredi avec Christian Pomerleau, même heure sur l'heure du midi, sur tout ce qui est sujet hypothécaire. Encore une fois, merci, Patrice. Merci.